Le 9 décembre 2007, un homme de 58 ans est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Qui est-ce et pourquoi? C'est parti! Suspecté de meurtre et de cannibalisme, Robert William Pickton est né le 24 octobre 1949 à Port Coquitlam, en Colombie-Britannique, où il réside avec ses parents Léopold et Hélène, ainsi que son frère et sa sœur, dans une ferme porcine que la famille détient. On sait très tôt que Robert William Pickton a dû abandonner l'école par cause d'intimidation et le manque de temps pour étudier. Léopold et Hélène étaient des parents très autoritaires et en demandaient beaucoup à leur jeune fils Robert, qui lui devait se lever très tôt le matin pour aller travailler à la ferme et ainsi ensuite aller à l'école. À l'école, il se faisait souvent intimider parce qu'il sentait le cochon. Donc ça a été la première facette de ce jeune homme, l'intimidation, le fait qu'il n'ait pas beaucoup d'amis, parce que évidemment, à la maison, les cochons se promenaient librement dans la maison. Donc, ils pouvaient faire leurs besoins par-ci, par-là, et on sait que à cause de ça, bien évidemment, Robert, vu qu'il n'avait pas le temps d'aller se doucher entre le travail à la ferme ainsi que l'aller à l'école, voilà, d'où la cause de sa mauvaise odeur. Il va tomber en dépression, évidemment, suite à la perte de ce veau-là, qui était son meilleur ami et son confident. Sa mère va alors lui dire « Il ne faut pas s'attacher à aucun animal, les animaux c'est fait pour être mangés, point barre, rien d'autre. » Donc tranquillement, dans l'inconscient du petit garçon, il va se dire la vie animale ne compte pas, la vie animale ne tient qu'à rien. Nous, les humains, on est fait pour manger les animaux, point. Donc, à partir de cet instant-là, Robert Pickton va vraiment laisser disparaître son côté un peu sensible face aux animaux pour avoir un peu plus de prise sur ses émotions. Donc, c'est quelques années plus tard, alors que le frère de Robert avait 17 ans, il roulait en voiture et il a écrasé un adolescent. Il est sorti de sa voiture pour aller voir l'adolescent qui était à ce moment-là inconscient. Donc, il appelle sa mère à toute panique, en vitesse, dans une cabine téléphonique non loin. Et sa mère lui dit « Ne bouge pas, j'arrive, je m'occupe de tout. Ne bouge surtout pas. » Donc, le frère de Robert ne bouge pas, il attend sa mère. Quelques minutes plus tard, sa mère et Robert arrivent sur les lieux de l'accident. Sa mère s'approche de l'adolescent qui était inconscient, le regarde, il dit « Bon, retourne dans l'auto, je vais m'en occuper. » Donc, le frère de Robert retourne dans l'auto avec Robert. Et là, Robert, jeune adolescent ou jeune enfant qu'il est, voit sa mère prendre le cadavre, l'adolescent inconscient, le prendre par les pieds, le tirer, jusqu'à une petite rivière qui était pas très loin. Elle le jette dans la rivière et s'en va. Elle dit au frère de Robert, là tu vas prendre ta voiture et tu vas aller la rapporter au garage pour la faire nettoyer et pour la faire réparer surtout, pour pas laisser de traces. Donc à ce moment-là, le petit Robert regarde la scène et lui, il se remémore aussi la scène qu'il a vécue avec son veau lorsque sa mère lui a dit que les animaux c'est fait pour être mangés. Donc là, on a déjà deux moments dans la vie de Robert Pickton, dans sa jeune vie, où il doit se rendre compte inconsciemment que la vie humaine, ça tient pas. La vie humaine, c'est pas du tout important. Premièrement, avec le veau, parce que ses parents l'ont vraiment abattu de sang-froid, sans même son autorisation, sans même son accord. Ils ont attendu que Robert soit à l'école pour pouvoir abattre le veau et laisser sa carcasse dans les airs où Robert aurait pu le trouver. Donc, on voit que les parents de Robert ont aucune empathie face à la vie animale ni à la vie humaine. On voit qu'ils sont vraiment, c'est vraiment des gens qui pensent pas plus loin que le bout de leur nez. Ils vont tout faire pour se protéger et regarde, la nourriture, c'est de la nourriture.
Ensuite de ça, on a la scène du véhicule où le jeune adolescent avait été percuté. On sait avec l'autopsie que l'adolescent n'était pas décédé sur le coup. Il a fini par se noyer parce qu'ils ont trouvé dans les poumons du jeune homme beaucoup d'eau. Ça, en fait, c'est quand quelqu'un se noie, il va avoir beaucoup d'eau dans les poumons. Et quand une personne meurt avant d'être mis dans l'eau, il va avoir peu d'eau ou pas du tout. Parce que la personne ne respire plus. Donc là, Robert, le petit Robert, voit ça. Et déjà là, évidemment, ça va poser problème dans la psychologie du garçon à venir. Aucune empathie face à la vie, aucune compassion face à la détresse, face aux blessures, face au mal. En 1979, la même année, les deux parents de Robert décèdent et dans leur testament, ils avaient inscrit qu'ils léguaient tout à Robert William Pickton et ainsi il pourrait reprendre la ferme. C'est en 1996 que David, le frère de Robert, et Robert décident d'ouvrir The Piggy's Place. C'est un genre de petit bar qui était ouvert à tous. Donc tout le monde pouvait y aller. Il y avait de la bière, il y avait de l'alcool. On pouvait danser. Il y avait une grande piste de danse. Et Robert est très heureux d'ouvrir ce Piggy's Place-là. Donc il va l'ouvrir avec son frère et toutes les premières années, ça va super bien se passer. Il va y avoir plein de gens. Mais au fil du temps, il va commencer à avoir des drogués, des prostituées qui vont venir trouver refuge dans le Piggy's Place. Et évidemment, des gangs de motards vont se réfugier dans ce bar-là. Donc là, évidemment, les autorités vont faire fermer le Piggy's Place de David et de Robert. Donc, pendant les années du Piggy's Place, plusieurs femmes, au même moment, vont se mettre à disparaître. C'est juste en 2000 que les policiers vont finalement fermer le Piggy's Place, notamment parce que c'est vraiment un endroit très fréquentable et ils ont encore le monopole sur cette place-là. Donc, Robert, lui, pendant ce temps-là, il s'était mis à fréquenter le Downtown Eastside à Vancouver. C'est une petite rue, c'est une grande rue où les policiers n'interviennent jamais. Ça, c'est fait, c'est un marché conclu entre la ville et les policiers que le Downtown Eastside, on n'intervient pas là parce que c'est très dangereux. Il y a beaucoup de drogués, de prostituées, de gangs de rue, de motards. C'est vraiment, écoutez, je vais vous montrer une photo. OK? Et là, vous voyez très franchement que c'est vraiment très sale comme endroit. C'est très pauvre. Donc, les policiers ils ferment les yeux sur cette rue-là qui est très mal organisée, très mal fréquentée. Mais Robert, lui, aime bien aller sur cette rue-là parce qu'il y a beaucoup de prostituées, justement. Donc, évidemment, en 1997, 3 ans avant la fermeture de le Piggy's Place, Robert embarque une femme du nom de Wendy pour se rendre chez eux. On s'entend que dans ce temps-là, quand tu es sur la East Side, Downtown East Side, t'as pas de toit sur la tête, t'as pas nécessairement toujours à manger, t'as pas toujours d'alcool et t'as pas toujours de drogue. T'es toujours en demande. Donc, il croise Wendy. Et il lui dit, ben regarde, monte avec moi, je vais pouvoir t'offrir un toit sur la tête, de la nourriture, tu vas pouvoir aller dans le bain, prendre une douche, il y a de l'alcool, j'ai de la drogue, tout est parfait. Au début, Wendy, elle ne veut pas monter avec Robert parce qu'elle le trouve louche, un homme seul dans sa voiture comme ça qui insiste beaucoup trop pour la faire monter, c'est très bizarre. Mais avec la canne à pêche, il finit par être capable de pogner le poisson. Donc, Wendy accepte finalement de se rendre dans la maison de Robert William Pickton. Et là, ils se rendent dans la chambre à coucher. Ils ont des relations sexuelles. Ensuite, Wendy va aller aux toilettes. Donc, elle va aux toilettes et en sortant, elle remarque qu'il y a un bureau dans le fond avec un téléphone. Donc, elle se dirige vers le bureau. Elle prend le téléphone dans ses mains pour appeler une chambre d'hôtel. Et Robert Pickton, c'est là qu'il la surprend. Il lui dit « Non, appelle pas l'hôtel, je vais aller te porter, il n'y a pas de problème. On va profiter encore, viens, j'ai de l'alcool, on va boire, on va fumer. Prends le temps de dormir une nuit chez moi dans un lit confortable, il n'y a pas de problème. » Bon, il est là encore en train d'essayer de la garder chez elle. Chez lui, excusez-moi. Donc là, Wendy, non, elle veut vraiment s'en aller, là, elle veut plus rester là. Donc, elle essaye de partir. Au même moment, Robert sort un couteau et la poignarde.
pour pas qu'elle s'enfuie justement. Évidemment, la jeune femme, avec un coup de couteau, elle tombe pas par terre, elle continue à se débattre et finalement, elle réussit à prendre le couteau de Robert qui lui glisse entre les mains et le poignarde à son tour. Mais un petit peu avant le poignardement, Robert Pickton a attaché Wendy au barreau du lit avec des menottes. Bon, elle a réussi à s'enfuir, il la poignarde, elle le poignarde, il y a une grosse bataille qui se fait et finalement elle réussit à quitter la propriété de Robert. Elle court le plus vite qu'elle peut jusqu'à la grande rue. Elle aperçoit un véhicule et elle fait signe « Arrêtez-vous ». Le véhicule s'arrête et là, le conducteur du véhicule voit que Wendy est en sang. Là. Elle a été poignardée, la fille. Là. Donc, il la dirige à l'hôpital. C'est à l'hôpital qu'elle va se faire soigner et elle va raconter son récit. Qu'est-ce qui s'est passé avec Robert? Bien qu'elle connaisse pas son prénom, assez de quoi il a l'air, assez où il habite, assez, bon, c'est pas mal de choses, hein, assez l'intérieur de la maison et tout. Quelques heures plus tard, Robert Pickton se rend au même hôpital que Wendy et se fait soigner lui aussi pour des coups de couteau dans l'abdomen. Donc là, le corps médical vont soigner Robert et dans la poche de son pantalon, ils vont trouver des clés. Des clés de menottes qui ont servi à pouvoir débarrer les menottes de Wendy. Donc évidemment, les deux sont liés. Lui, il a les clés, elle a les menottes. Fait qu'on sait qu'ils se sont poignardés mutuellement. Wendy, elle va faire une plainte à la police. Elle va aller voir la police, elle va leur raconter le récit. Finalement, la police va se rendre au domicile de Robert. Et finalement, ben, il n'y aura pas suite à cette enquête-là qui va être close tout de suite. Et de toute façon, Wendy, c'est une prostituée, c'est une droguée, c'est une alcoolique. Donc, son témoignage est peu fiable. Elle est très instable, évidemment, parce qu'on sait que toutes les prostituées sont instables dans la vie. Donc, ils vont vraiment comme laisser tomber la cause. Mais en regardant le documentaire, en me renseignant, je me suis rendu compte, si les policiers avaient vraiment poussé leurs recherches, il n'y aurait pas eu autant de victimes qu'il y a eu finalement. C'est vraiment, au final, c'est vraiment un peu comme... ils ont vraiment pas porté attention au fait qu'elle était poignardée. Même si c'est une prostituée, on s'en fout, elle a été poignardée. Personne mérite de se faire poignarder, là, même si t'es prostituée, même si t'es droguée ou même si t'es alcoolique. Ça, c'est mon opinion à moi. Dites-moi ce que vous en pensez, j'imagine. Donc, de 1997 à 1999, les policiers vont recevoir beaucoup d'appels des employés de Robert qui travaillent à sa ferme pour signaler des choses étranges. Ils voient des gens arriver dans la ferme, mais jamais repartir, surtout des femmes, des prostituées. Parce qu'on sait que Robert aimait beaucoup les prostituées et même ses employés savaient que Robert avait une vie assez folle côté sexuel. Donc, on sait qu'il y a une madame qui s'appelait Lynn. Elle, c'est une ancienne prostituée qui a fini par travailler pour Robert. Donc, elle vivait avec lui. Et Lynn, elle va finir elle aussi par appeler la police parce qu'elle trouve des choses vraiment étranges. Parfois, elle va passer devant l'étable ou devant la bâtisse où les cochons se faisaient abattre. Et parfois, elle va voir des femmes là. C'est comme si c'était un endroit que personne ne pouvait aller sauf Robert. Elle trouve ça très étrange, donc elle décide d'appeler la police pour parler de cette situation-là. Il y a aussi un autre homme du nom de Cadwell. Lui, c'était un ami de Robert et il est un employé aussi. Il a travaillé là pendant quelques années. Et il appelle lui aussi la police pour dire, écoutez, c'est vraiment très étrange. Hein? Il y a plusieurs femmes qui disparaissent. On en voit certaines sur la ferme, mais on les voit pas s'en aller. On les voit arriver, mais on les voit pas s'en aller. Je trouve ça bizarre et il raconte un fait particulièrement très étrange qui est arrivé quelques semaines plus tôt. En fait, Robert a invité Cadwell à souper chez eux. Donc, Cadwell s'assied à la table, commence à discuter, tout va bien, un bon verre d'alcool. Et là, Robert arrive avec une assiette et l'attend à Cadwell. Il s'en fait une à lui et Robert se met à manger. Et Cadwell lui regarde son assiette puis il y a quelque chose qui... Non, cette viande-là est pas pareille comme du steak haché ou du porc. Parce qu'on sait que sur la ferme, il y avait, évidemment c'est une ferme porcine, mais il y avait aussi des vaches. Donc ça aurait pu être
de la vache ou du bœuf ou du porc. Mais la viande qu'il y avait dans son assiette ne ressemblait pas du tout à aucune des deux viandes. C'était très bizarre. Donc, il a regardé Robert, mais il voyait que Robert lui mangeait, donc il s'est dit, bon, c'est peut-être la cuisson. Il a coupé un bout, il a commencé à le manger, mais ça goûtait pas pareil, ça avait pas la même texture et la couleur était pas du tout la même. Finalement, il a tellement eu le haut le cœur qu'il a fini par jeter son assiette, le contenu de son assiette dans la poubelle, prétextant qu'il avait plus faim, mais que c'était excellent. Pour pas éveiller les soupçons, parce que on sait que Caldwell il trouvait très étrange le comportement de Robert. Robert, c'était un homme assez solitaire, assez renfermé, il parlait pas tellement. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient de bizarre à la ferme. Comme je vous ai dit plus tôt, les femmes arrivaient à la ferme mais ne repartaient pas. Donc, c'est très étrange. Donc, lui, Caldwell, il décide d'aller voir la police. Il raconte son témoignage. Et finalement, en 2000, l'enquêteur qui s'occupait du dossier de la plainte de Wendy, la plainte de Lynn et la plainte de Caldwell a eu une promotion. Donc, il doit changer de poste. Donc, finalement, le dossier sera relayé à un autre enquêteur. Donc, c'est juste en 2002 qu'un autre employé va encore appeler la police pour ramener les faits que Robert possède une arme illégale. Donc, et soudainement, la police se ramène chez Robert, hein, parce que des victimes qui disparaissent, ça, c'est pas grave. Mais une arme illégale, attention. Donc, la police se ramène chez Robert et là, ils se mettent à chercher l'arme que Robert possédait. Et en faisant les recherches dans la maison, ils trouvent une liste de noms de femmes. C'est drôle, hein, parce que cette liste de noms de femmes-là, c'est toutes les femmes qui ont disparu. Au total, il y en a 49. 49 femmes qui ont disparu et 49 noms de femmes. Donc, ils trouvent ça très étrange. Ils continuent leur recherche pour trouver l'arme. Ils commencent à trouver des bijoux de femmes, des vêtements de femmes. Il y a aussi des ossements qui finissent par retrouver en allant dehors dans les pâturages des cochons. Et dans le fond, les ossements avaient été mis dans la boue où les cochons se baignent. Donc, les policiers, ils passent et là, ben voyons, c'est quoi ça? Des bouts d'ossements dans la boîte. Donc, ils vont ramasser les ossements et ils vont les envoyer au laboratoire pour les faire analyser. Avec les traces, avec l'ADN, ils vont finalement réussir à voir que, effectivement, c'est beaucoup de corps de différentes femmes, beaucoup d'ossements de différentes femmes. 49, c'est beaucoup. Évidemment, on n'a pas réussi à toutes les recenser, on n'a pas trouvé l'identité de toutes ces femmes-là. On a juste le nom, mais c'est comme s'ils n'avaient jamais disparu. C'est comme si ces femmes-là avaient un corps et un nom, mais pas de famille, pas d'amis, personne. Donc, finalement, après toutes ces preuves-là, la police décide d'arrêter Robert William Pickton et l'emmène au poste de police pour un premier interrogatoire. On voit dans l'interrogatoire que Robert Pickton est vraiment apathique. Il n'a pas du tout d'empathie. Lui, il a l'air de s'en foutre d'être là complètement. Tu vois qu'il est détaché de la situation et il ne se sent même pas concerné par la situation. La police lui explique qu'ils ont retrouvé des ossements sur son territoire, dans le fond, sur sa ferme porcine. Et ils ont réussi à voir, évidemment, ils ont des photos des femmes qui ont disparu. Donc, ils montrent les photos des femmes à Robert. Et Robert dit non, moi, je reconnais personne, je sais pas de quoi vous parlez, je suis innocent, j'ai rien à voir là-dedans. Lui, là, il a vraiment aucune empathie pour la famille de ses victimes, pour les victimes. Et on voit qu'il est vraiment très détaché. Donc, évidemment, bon, c'est ça. Robert, il est vraiment évaché sur sa chaise. Il a l'air de... Il regarde ailleurs, il regarde partout sauf ça. Il va même parler de plusieurs choses, sauf vraiment répondre aux questions. Tu sais, il va répondre aux questions très vaguement, mais sinon, il va se mettre à parler de la pluie, du beau temps. Moi, les cochons. Moi, l'école. Non. Vraiment, il est complètement détaché de la situation. Finalement, le procès va s'ouvrir contre lui et en 2007, il est condamné à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Donc, en 2016, un peu comme Garcia, le clown,
il a publié lui qui faisait des toiles, mais Robert Pickton, lui, a écrit un livre qui s'appelle In His Own World, où est-ce qu'il raconte, j'imagine, sa vie. J'ai pas lu le livre, évidemment, là, parce que je parle pas très bien anglais. Donc, il a quand même écrit un livre. Ça prouve que l'homme, il est vraiment très détaché de ça, qui a aucune culpabilité, qui vraiment là. Puis on voit, tu sais, avec tout ce qu'il a fait, on est clairement capable d'associer son enfance à ce qu'il est devenu. Puis la plupart du temps, c'est comme ça. Les enfants qui vont vivre des expériences comme lui il a vécu, il a été battu, il a été frappé, il a été enfermé dans sa chambre pour un tout, pour un rien. Il n'a pas eu le choix de devenir un homme très détaché de la situation, très détaché de tout le monde et de tout. Il y a aussi le fait que sa mère et son père avaient évidemment abattu son veau. Juste ça, ça prouve que Robert a dû se dire, ok, donc dans la vie, je dois pas aimer personne ni rien parce que je vais finir par me le faire enlever. Et il y a aussi la fois quand son frère avait écrasé un adolescent, la réaction de sa mère. Tu sais, sa mère, elle a eu le culot d'emmener le petit Robert sur la scène et Robert, lui, il a tout vu. Il a vu sa mère traîner l'adolescent par les pieds et aller le foutre dans la rivière comme l'abandonner là. Lui, Robert, évidemment, inconsciemment, dans sa tête d'enfant, se dit « Ok, bon ben écoute, s'il y a quelque chose qui va pas dans la vie, j'ai juste à faire ça. » Donc là, évidemment, vu que lui a été la victime pendant à peu près toute son enfance, jusqu'en 1979, quand ses parents sont décédés, évidemment, il va toujours avoir un revirement de situation. Ceux qui étaient victimes vont vouloir devenir les bourreaux pour justement essayer de reprendre un peu le contrôle de leurs actes, de leurs pensées, de leurs gestes. Donc voilà, il a publié un livre en 2016 qui s'est très bien vendu, surtout sur Amazon, mais finalement les médias en ont tellement parlé que le livre a dû disparaître des tablettes et des sites internet de revente parce que vraiment là, il y a eu beaucoup de manifestations, il y a eu beaucoup de pétitions pour arrêter de vendre ce livre-là. Vous êtes en train d'encourager un tueur et un cannibale. Continue d'écrire, continue de parler de toi, on aime tellement ça. Donc finalement, les livres ont été retirés des ventes. Et puis, dans le fond, là, il y a eu beaucoup de questionnements. Comment Robert a pu être capable de publier son roman alors qu'il est en prison? Ce qui est arrivé, c'est qu'il s'est fait ami avec un prisonnier qui, lui, était sur le bord d'être libéré. Donc, quand il a été libéré, Robert a donné un exemplaire de son roman à cet homme-là, qui, ensuite, cet homme-là a pris le roman, l'a envoyé à des maisons d'édition et l'a publié. Donc, c'est juste comme ça qu'il l'a publié. Ça n'a pas passé sous le nez des gardiens, ça n'a pas passé sous le nez de l'administration, rien. C'est vraiment le prisonnier qui l'avait pris avant sa libération et qui l'a sorti de la prison. Donc, il n'y a pas longtemps, Robert Pickton a été déplacé de la prison de la Colombie-Britannique pour se rendre à Port-Cartier à Québec. Ici, en fait, là, moi j'habite au Québec, donc là, Robert Pickton est rendu au Québec. Il va pouvoir faire sa demande de libération conditionnelle en 2023, si je me souviens bien. Je sais que ça a fait de polémique sur Internet, peut-être pas autant que le COVID, parce que ça s'est passé pas mal en même temps ou un peu avant. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit « Oh mon Dieu, il va y avoir un cannibale et un meurtrier qui va se retrouver dans nos belles rues de Québec. » Ça m'a complètement troublée. Il aurait dû rester là-bas. Non, c'est vraiment troublant de savoir que quelqu'un comme ça, quelqu'un qui a commis autant de meurtres et du cannibalisme, peut demander une libération conditionnelle 25 ans après son emprisonnement. Donc, voilà, écoutez, moi, personnellement, je trouve que sa peine, elle a été pas mal trop allégée. J'aurais plus mis 50 ans. Avec sursis, bon, ça c'est peu importe. De toute façon, Robert Pickton, quand il va sortir, il va être quand même rendu assez vieux, mais assez vieux pour plus commettre de meurtre ou assez expérimenté pour continuer, tu sais. Ça, on sait pas.
Donc voilà, c'est la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai voulu en parler parce que j'ai vu ça dernièrement dans les nouvelles. Robert Pickton, déplacé, le pire meurtrier au Canada, déplacé à Port-Cartier, à Québec, va se retrouver dans nos rues à marcher comme une personne normale alors qu'il a mangé des gens puis qu'il en a tué d'autres. Personnellement, ici au Québec, c'est assez rare qu'on va voir un meurtrier cannibale. Évidemment, j'ai pas tant fait de recherche que ça pour l'instant parce que là, vous savez, je viens de partir ma chaîne. Mais je compte faire d'autres vidéos, évidemment, des meurtriers ou des délinquants, les plus grands délinquants au Québec. Donc, on va voir au fil de mes recherches. La prochaine vidéo que je vais parler, j'aimerais parler de l'effet Kitty. Ça, c'est un effet que je connaissais pas avant de regarder des documentaires et des vidéos. Donc ça va être la vidéo de la semaine prochaine. J'espère que ça va vous plaire. Donc d'ici là, faites attention à vous et surtout, montez pas dans la voiture d'un homme ou d'une femme que vous connaissez pas parce que vous risquez de finir dans son four. Bisous!